Il est des légendes, si célèbres et si mystérieuses à la fois qu'il ne vaut mieux pas appréhender. L'une d'elles se terre sous les eaux troubles du Loch Ness. Jingle. Les événements qui nous ont été rapportés se situent dans le Loch Ness, en Écosse. Cet immense lac d'eau douce est placé en plein cœur des Highlands, ces hautes terres qui constituent le nord de l'Écosse. Sa profondeur de plus de 270 mètres fait de lui le lac le plus profond d'Écosse. Mais alors, que se cache-t-il dans les abîmes tourbeux de ce loch? Suspense. Mais d'abord, revenons un peu en arrière. On racontait, jadis, qu'il était imprudent de s'aventurer dans les eaux profondes du loch, car les esprits des eaux emportaient à jamais ceux qui osaient s'y baigner. En effet, on croyait en l'existence des kelpies, créatures mythiques à la fois aquatiques et chevaleresques du folklore irlandais et écossais, qui noyaient les hommes pour les dévorer ensuite. C'est en 565 que naît la légende du Loch Ness. Lorsque Saint Colomba, moine d'Irlande ayant évangélisé l'Écosse, tombe nez à nez avec une créature abominable. Celle-ci surgit des profondeurs du loch pour s'attaquer à l'un de ses disciples, pris dans les eaux du lac. Saint Colomba fit alors un signe de croix en ordonnant au monstre de ne pas s'approcher, et celui-ci fit alors demi-tour. Voilà pour la légende. Han Nishak, plus connu sous le nom de Nessie, vient alors de naître dans les esprits. Mais c'est à partir de 1933 que la légende du monstre du Loch Ness acquiert une renommée internationale. Les cirques ambulants sont courants dans la région, et l'un des directeurs de ceux-ci a l'habitude de faire baigner ses éléphants dans l'eau, et ce qu'il va faire aussi lors d'une tournée en Écosse, près du Loch Ness. Au loin, on ne distingue pas forcément la trompe et le dos de l'animal, surtout plongé dans la brume qui caractérise le Loch Ness. Au premier coup d'œil, les gens vont croire apercevoir une créature au long cou. Bertram Mills, qui est le directeur d'un des cirques, va avoir l'idée, pour engendrer une énorme publicité, d'offrir 20 000 livres à celui ou celle qui sera capable de capturer le soi-disant monstre que l'on aperçoit dans le Loch Ness. Et qui dit monstre unique au monde, dit milliers de curieux qui vont dépenser leur argent dans les restaurants et les hôtels bordant le loch. Une véritable aubaine pour les locaux. Alors, simple hasard ou coup marketing monté de toutes pièces? Dans tous les cas, c'est cette année-là, en 1933, que l'on commence à recenser une multitude de témoignages relatant l'observation d'un étrange animal dans le Loch Ness. Et parmi tous les témoignages qui vont être recensés, c'est celui de Doug Gray, le 12 novembre 1933, qui va être le plus important. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va être accompagné d'une photographie. Et rapidement, ce cliché flou et peu net va être évincé au profit d'une nouvelle photographie, et c'est le 21 avril 1934 que tous les yeux vont se river vers cette petite bourgade écossaise, et plus particulièrement son lac, lorsque cette photographie mythique apparaît. Beaucoup plus nette que la précédente, on distingue tout de suite un long cou et une tête semblable à celle d'une créature marine surgie du passé. Pour certains, pas de doute, c'est un dinosaure, et plus particulièrement un plésiosaure. Ce qui fait la force de cette photo, c'est que durant des années, elle va être certifiée comme étant authentique, et malgré une pléthore de tests et d'analyses, aucun montage ne va être décelé. Cette photo, prise par un médecin, fait immédiatement le tour du monde. Et contrairement à toute attente, cette photo est bel et bien vraie. Aucun montage n'a été décelé sur cette photographie. Beaucoup d'imagination, un brin de cupidité, et surtout l'envie de s'inscrire dans la prospérité. Voilà les 3 ingrédients qui composent cette photographie. Je m'explique. Jusqu'à récemment, je n'avais vu la photo qu'en gros plan, comme ici. Mais si on la regarde en entier, la perspective change. Et c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. On se rend compte que l'objet est plus petit qu'on ne le croit, et qu'il est au premier plan, au lieu de paraître volumineux et éloigné. Christian Spurling, ami et complice du docteur Robert Wilson, dévoile la supercherie 60 ans plus tard, à l'âge de 90 ans. En compagnie d'un 3e acolyte, le trio a en fait photographié un jouet pour enfants, un sous-marin, sur lequel ils ont rajouté une silhouette en carton. Voilà le monstre de la photo du chirurgien.
C'est tout ce dont on a besoin, du moment qu'on gomme tout ce qui donne une idée de l'échelle. Donc de fait, pas besoin de montage pour ajouter des ombres ou des remous concentriques, tant le canular fut soigneusement préparé à l'avance. Alors oui, cette célèbre photographie n'est pas la preuve tant attendue que le monstre du Loch Ness existe. Mais, et c'est peut-être ça le plus important, elle ne dément pas non plus son existence. Il n'y a pas eu besoin d'attendre ce cliché en particulier pour que des dizaines, voire des centaines de témoignages soient rapportés. Les hommes ont-ils donc besoin de s'inventer des monstres? Ne serait-ce pas notre rapport à la croyance qu'il faut alors interroger? Selon la théorie de la dissonance cognitive de Léon Festinger en 1950, les gens cherchent à éviter l'inconfort interne qui se manifeste lorsque leurs croyances, leurs attitudes ou leurs comportements entrent en conflit les uns avec les autres ou avec de nouvelles informations. En d'autres termes, il est désagréable de penser ou de faire quelque chose qui va en contradiction avec nos convictions profondes. Et que faire de mieux pour faire face à cette situation d'inconfort que de tenter de rationaliser nos croyances? Ainsi, lorsqu'une croyance tant attendue ne se réalise pas, si les preuves de celle-ci ne viennent pas, les gens préfèrent diminuer la dissonance cognitive qu'ils éprouvent en interne plutôt qu'abandonner la croyance originelle. Mais vous allez me dire, Samy, c'est bien beau, mais quel est le rapport direct avec le monstre du Loch Ness? Eh bien, je vais vous le dire. Eh bien, concernant le monstre du Loch Ness, n'a-t-on pas de preuves tangibles, car la créature n'existe tout simplement pas, ou parce que les scientifiques et les cryptozoologues ont cherché dans la mauvaise direction jusqu'alors? Après tout, c'est bien vrai, on n'a pas exclu toutes les alternatives concevables. Qui nous dit que le monstre du Loch Ness n'est pas une créature extraterrestre dont les traces, ou même l'ADN, sont impossibles à percevoir par les machines et les technologies actuelles? Absolument rien. Dès lors, à partir du moment où il reste des alternatives concevables, on peut continuer à croire au monstre du Loch Ness, au Yeti, au Bigfoot, aux extraterrestres, etc., etc. Et cette manière de penser, de s'interroger, peut s'appliquer pour toutes les croyances humaines. Donc, est-ce que les croyants de ces récits sont des êtres crédules, ou au contraire, des gens rationnels qui ont besoin d'exclure absolument toutes les hypothèses avant de fournir une conclusion? Pour certains philosophes, des normes trop élevées pour la connaissance et la croyance rationnelle provoquent quasiment l'effet inverse et conduisent au scepticisme. René Descartes dira par ailleurs « Seules les perceptions claires et distinctes devraient fonctionner comme des marqueurs requis pour la connaissance. » A l'inverse, pour Peter Hunger, philosophe américain contemporain, la connaissance exige la certitude. Seulement nous ne sommes certains que de peu de choses en réalité, puisque nous l'avons dit, l'homme se remet perpétuellement en question. Ainsi, que savons-nous vraiment et jusqu'à quel point peut-on affirmer une chose? Alors, monstre du Loch Ness ou pas monstre du Loch Ness? Le mystère reste entier. Et bien voilà, cette chronique touche à sa fin. Je voulais avant tout vous remercier pour votre fidélité, puisque c'était déjà la 7ème émission. Et pour celles et ceux qui veulent voir ou revoir les anciennes vidéos, en fait les liens sont dans la description, et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochains décryptages de photographie. La prochaine vidéo sortira dans 10 jours, donc soyez au rendez-vous, et ciao!